J'ai un de mes cousins qui m'a dit, allez, vas-y, tente l'expérience, il y a beaucoup d'Américains dans les kibbutz, fonce et tu verras bien. Alors justement, et après, je tombe amoureux. Après vous êtes tombé amoureux, c'est tant mieux, vous n'êtes pas le seul, je crois. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Vous le savez, les histoires d'Alia nous passionnent. Chacun représente un maillon de l'histoire contemporaine d'Israël. Et alors, dans Sofa Shogood, chaque semaine, on fait la connaissance d'un olé. Aujourd'hui, c'est Jérémy Ben Samoun qui est avec nous. Il a plus de 15 000 followers sur sa page LinkedIn. Pour quelqu'un qui ne voulait pas vivre ici, je trouve qu'il s'en sort pas mal. Bonjour Jérémy. Bonjour Cathy. Alors, apparemment, ça a été plutôt une décision positive. Vous avez bien fait de venir. C'était la meilleure décision de ma vie. Voilà, ça commence fort. Bon, pourtant, pour vous, c'était plutôt les vacances, Israël, et vous imaginiez un peu la vie ici sur fond de galère salariale, de call center, de petits boulots. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé ? C'est vrai que quand on arrive en Israël, on a une image où on se dit qu'est-ce qu'on va faire ? On n'a pas envie de faire des petits boulots. C'est vrai que quand on arrive un petit peu français avec son bagage, on est un petit peu fier. On dirait je ne travaillerai jamais dans un restaurant ou quoi que ça. Et donc, moi, j'ai décidé de tenter l'aventure en commençant par le kibbutz. Mais qu'est-ce qui vous a quand même motivé ? Parce que vous étiez, on va le résumer, mais vous bossiez chez Sandro, vous avez bossé chez Estée Lauder. Comment on décide un beau jour de tout quitter et de partir en Israël ? Dans la vie, des fois, on a envie de changer d'ambiance, changer de se donner des challenges. Et il s'avère que la France, ça devenait un petit peu... j'avais envie de quelque chose de nouveau. Je voulais les États-Unis, je voulais le Canada. Je me suis rendu compte que j'avais pas les moyens du tout d'y aller là-bas. Et au final, je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter là-bas ? Je sais j'ai un de mes cousins qui m'a dit, allez, vas-y, tente l'expérience. Il y a beaucoup d'Américains dans les kibbutz. Fonce et tu verras bien. Alors justement... Et après, je tombe amoureux. Après, vous êtes tombé amoureux, c'est tant mieux, vous n'êtes pas le seul, je crois. Alors, ok, fonce, part au kibbutz, etc., mais il faut de l'argent pour ça. Comment vous avez fait ? Alors, la chance que j'ai eue, c'est qu'avec les programmes Massa, vous pouvez bénéficier de bourses en fonction des moyens que vous avez. Je m'étais dit, c'est la deadline. J'ai la bourse, j'y vais. J'ai pas la bourse, j'y vais pas. Vous vous rappelez de ce moment ? Vous avez la réponse ? Je me rappelle très bien de ce moment. Je travaillais pour un groupe, le groupe Numéricable. J'étais là-bas et j'attendais la réponse. Je reçois un mail, j'ai même pas ouvert le mail, j'ai juste imprimé le papier. Je suis allé l'ouvrir, je me suis caché un peu dans les toilettes pour ouvrir. Et là, je vois que je reçois la bourse. Je me dis, ça, il va falloir que je l'annonce à ma mère. Donc ça y est, c'était à ce moment-là que vous avez pris la décision, j'imagine. Alors, le kibbutz, vous arrivez là-bas, vous commencez à travailler la terre, c'est carrément le changement, quoi. On peut pas dire mieux. Alors là, vous arrivez, vous avez travaillé plusieurs années en costume, et là, vous vous retrouvez en habit de fermier. Vous levez à 5h du matin, parce qu'en Israël, jusqu'à midi, après, il fait très chaud, donc de travailler dans les champs, c'est très dur. Donc, c'était vraiment le choc culturel. Bon, alors, comment on gère ça, et comment, finalement, après le choc, on tombe amoureux ? Au début, c'est pas facile parce qu'il y a la langue. Après, il faut essayer de comprendre, il faut essayer de s'adapter et de parler avec ces mots. Et après, vous vous rendez compte qu'il y a des gens en Israël qui sont, comme on dit, Ben Adam Zahav, des gens en or. Et qui prennent soin de vous comme une famille. C'est-à-dire que vous avez quitté une famille, vous vous sentez seul. Et vous vous retrouvez avec vraiment beaucoup d'amour que vous n'aurez jamais espéré dans d'autres pays où les gens veillent après, ils font attention les uns aux autres, ils vous invitent le Shabbat, ils vous posent des questions, ils s'intéressent à vous. Voilà, combien de fois, je le dis maintenant sur la chaîne, mais combien de fois j'ai fait de l'autostop avec des gens et qui m'ont pris jusque où j'avais besoin, parce que je vivais dans une région qui n'était pas très dangereuse, mais des gens avec une mentalité différente et beaucoup plus accueillante. Alors, premier kibbutz, Sde Eliaou, deuxième kibbutz, vous réalisez le rêve de votre vie, parce que, ok, vous étiez en costume, vous travailliez dans des grosses boîtes, etc., mais vous rêviez de faire du vin. Voilà, moi j'ai toujours aimé, c'est exact, merci Cathy, j'ai toujours aimé l'œnologie. Et je suis arrivé dans ce kibbutz qui n'était pas religieux, parce que dans l'autre kibbutz, c'est un kibbutz religieux. J'étais le seul garçon avec une kippa de tout le kibbutz, donc tout le monde me connaissait. Et on m'a dit, toi, t'es chômeur Shabbat Kashrut ? Allez, on t'a trouvé un job dans le kibbutz, va travailler dans le vin. Donc c'était un coup je travaillais, un coup je buvais un petit coup, un coup je travaillais, un coup je buvais un petit coup. Je peux vous dire qu'à la fin de la journée, vous êtes en forme. Voilà, alors vous êtes resté longtemps à boire des petits coups en travaillant ? C'était professionnel, il fallait goûter quand même. C'est sûr, je comprends.
Bon alors après tout ça, parce que quand même vous étiez venu aussi en Israël pour apprendre l'anglais, vous vous retrouvez à vous engager dans l'armée. Comment on passe toutes ces étapes? Alors, quand vous faites l'ALIA et vous allez dans un Ulpan, vous retrouvez avec beaucoup de jeunes qui font l'ALIA tout seuls et qui rentrent à l'armée. Et vous voyez un petit peu leur programme et comment ça va se passer. Et plus ça va, plus vous dites, j'ai envie de donner un peu plus à mon pays. Parce que c'est pas juste prendre. En Israël, c'est donner. Et donner, c'est ce qui fait la richesse de notre pays. Et Alors, du coup, c'est que voilà, je me suis embrigadé dans ça et ça allait très vite. Et alors, je me suis battu parce que j'étais assez vieux, j'avais 26 ans. Et après, c'était parti. Allez, qu'on vous donne l'uniforme, on vous donne les bottes. Et c'est parti avec des enfants de 18 ans qui savent à peine tenir une arme parce que c'est trop lourd. ok, donc c'était pas évident. Vous êtes battu, vous avez réussi à être combattant dans le corps d'armée Givati. Alors, pourtant, votre premier contact avec l'armée, vous vouliez donner de votre énergie, de votre sionisme à l'État d'Israël. Pourtant, le commandant qui vous a accueilli, lui, il était un petit peu surpris de vous voir là. Alors, pour le coup, c'est vraiment une histoire marrante. C'est que j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec un commandant d'une base de Tibériade qui m'a reçu. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Rentrez en France, vous avez votre petite baguette tous les jours, votre pipain au chocolat, votre café au lait, vous êtes bien avec vos parents. Qu'est-ce que vous voulez faire là? Et Ok, j'imagine que c'était surprenant. c'était assez surprenant déjà de rencontrer un général de l'armée d'Israël qui me dit ça. Et en fait, après, j'ai bien compris que c'était un test pour voir mes motivations. Ok, alors vous finissez l'armée, vous revenez à la vie civile, vous décidez évidemment de rester, puisqu'entre-temps, après être tombé amoureux d'Israël, vous êtes tombé amoureux de votre femme, donc ça c'est plutôt sympa pour choisir de continuer sa vie en Israël. Comment vous avez trouvé du boulot? Parce que c'est une question que beaucoup se posent. Les gens, c'est vraiment le point noir. On se demande comment on va faire, on va jamais retrouver notre niveau de compétence, on n'a pas la langue, on n'a pas les contacts. Comment vous avez fait, vous? Alors, c'est un travail de longue haleine. Il faut chercher, il faut s'intéresser, il faut parler à tout le monde. Et comme vous savez, en Israël, les gens sont très accessibles. Alors moi, j'ai eu la chance avec ma femme que c'est une personne qui vient de Londres, donc j'ai eu les contacts des Olim Hadashim de Londres, ensuite des Américains. Donc, il faut discuter avec tout le monde. Et à partir de là, on se fait des contacts dans les ressources humaines, de gens qui vous conseillent, qui prennent du temps pour vous. Et à partir de là, vous commencez à ouvrir votre palmarès de où je dois cibler. Donc, quel site internet, quelle personne, que dire pendant l'entretien, qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Et c'est comme ça, en fait. C'est vraiment le contact. En Israël, c'est le bouche à oreille. Ça marche que comme ça. Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a vraiment aidé, un coup de bol, comme on dit? Alors, j'ai eu la chance d'avoir un contact avec une amie de ma belle-mère qui a travaillé au Mossad. Pas mal. Comme recruteur. Ok. Qui m'a accordé une demi-heure de son temps et qui m'a dit « Ok, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, mais t'écoutes et même si je te dis des choses négatives, ne les prends pas mal. » Parce que c'est vrai que comme j'entends souvent dans les entreprises internationales en Israël que c'est difficile avec les Français de leur dire ce qui va et ce qui va pas, elle m'a remis les compteurs à zéro. Elle m'a dit « Voilà, là tu devrais pas insister, ça c'est bien, insiste sur ça. » Et voilà. En Israël, vous avez beaucoup de personnes qui peuvent vous aider, des organisations, vous avez beaucoup de sites internet. N'hésitez pas à contacter les personnes. Vous avez LinkedIn aujourd'hui. J'ai parlé avec des gens qui sont PDG de sociétés qui aujourd'hui sont dans le CAC 40, sont au Nasdaq, très accessibles. Juste toujours leur faire comprendre que vous avez besoin d'eux et qu'ils sont essentiels pour vous. Et ça marche. Et ça marche, et c'est comme ça que vous êtes aujourd'hui recruteur dans une grosse boîte qui s'appelle Nisha, 15 000 followers sur votre page. Alors évidemment, j'imagine que ça fait partie de votre job. Est-ce que vous avez dû sacrifier quand même des choses? Est-ce que c'est pas facile malgré tout au quotidien? Vous arrivez en Israël, il faut se dire qu'ils veulent quelqu'un qui connaisse la langue, qui connaisse les procédures. Donc on repart un petit peu de zéro, sauf si ils vont vous donner votre chance. Donc, à partir de là, vous arrivez... Bon, moi, j'étais responsable des ressources humaines. Je me suis retrouvé en tant que sourceur, c'est-à-dire en dessous d'un recruteur. Mais en Israël, il y a une différence qu'il n'y a pas. La méritocratie. Vous bossez dur, vous bossez bien, vous évoluez. Donc, il ne faut pas hésiter à commencer, on va dire, à un niveau moins important que ses qualifications? Voilà, il faut mettre sa fierté de côté, je pense, et ça marche super bien. Les gens voient après votre qualité, et je rencontre beaucoup de Français
surtout dans des grosses sociétés comme par exemple Teva, où j'ai un Français qui est arrivé, qui connaissait rien du tout, qui aujourd'hui est directeur d'un service de recherche à Teva. Dernièrement, j'ai eu un rendez-vous avec une société qui me disait que l'un des fondateurs était français. Donc il y a du travail, il y a de l'espoir, même si on est francophone, on peut foncer. Alors la méritocratie, on aura retenu, ça c'est le conseil que vous donnez, vous expliquez ça très bien, que si on est méritant, apparemment dans cette société, ça marche. Juste pour terminer ensemble, voilà, votre petit parcours d'Aliyah Story, c'est quoi le souvenir le plus marquant que vous avez de toute cette période, 4 ans déjà en Israël? L'un des plus beaux souvenirs que j'ai eu, c'est le jour de ma remise de mon béret à l'armée, où mes parents m'ont fait la surprise de venir. Il y avait même ma femme, qui n'était pas encore ma femme. Et ce jour-là, j'ai reçu le prix d'excellence de l'armée. Et j'ai eu toute ma famille et ils ne s'attendaient pas à ça. Bon, je ne vous cache pas qu'ils n'ont pas compris au début ce que ça voulait dire. Mais c'est ce qui m'avait le plus touché, d'avoir les miens autour de moi pour un événement qui me disait que voilà, aujourd'hui, tu as ta place en Israël. Ok, en tout cas, on était vraiment très touchés de vous avoir. Jérémy, on vous souhaite bonne chance et puis du courage, parce qu'apparemment, vous faites de la route, hein, vous bossez dur et vous faites de la route tous les jours. En Israël, il ne faut pas avoir peur et ça marche. Voilà, moi, je travaille dans ce groupe Nisha qui m'a reçu vraiment comme leur fils, parce que c'est un grand groupe qui existe depuis 20 ans. Et ils m'ont redonné la chance de revenir chez eux après l'histoire du Khala, du coronavirus et compagnie. Et ils m'ont dit, voilà, on a une option, c'est temporaire. Tu travailles à Haïfa, le train c'est rapide, c'est 1h30. Je vous cache pas qu'en France, je mettais 1h30 aussi dans les métros. Et donc voilà, c'est parti, j'ai la vue sur la mer. Pas mal, voilà. Et puis vous rentrez le soir à Ramat Gan, donc une belle histoire d'intégration. En tout cas, merci, bravo, et à très bientôt, Jérémy. Katia, à très bientôt et bon courage à tous. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Aliyah. Aliyah Story, c'est vous, c'est nous.